Comment la Royal Navy, l'une des marines les plus puissantes au monde, a pu créer les porte-avions les plus inutiles du monde? L'histoire des porte-avions britanniques n'a pas commencé avec le gros patapouf qui est derrière moi, qui est tout simplement la classe Queen Elizabeth. La Royal Navy, dans son histoire, a eu des porte-avions de type léger. Alors léger, avec toute proportion gardée quand même, car ça reste un bâtiment de plus de 22 000 tonnes. La classe Invincible n'a pas du tout la même manière de fonctionner. Ces porte-avions n'ont pas du tout la même utilité, la même vocation que les porte-avions français ou encore les porte-avions américains. La classe a été faite pour de la lutte anti-sous-marine. Là, il y a encore Michel dans la Baltique. Oui, c'est toujours Michel, toujours le même. Et avec ce sous-marin, le but est de le chasser et de le trouver. Mais la doctrine va changer avec la guerre des Malouines. À ce moment-là, il ne faut plus chasser, il faut projeter. Et là, on arrive dans le premier problème de la classe Invincible, leur taille, puisqu'ils ne pouvaient qu'embarquer que seulement 12 petits aéronefs, qui étaient en plus peu armés, mais en plus de ça, qui étaient limités par leur rayon d'action. Et là, c'est tout simplement de la physique, puisque quand tu n'as pas de catapulte pour t'aider à te projeter, tu dois utiliser ta propre énergie, donc ton propre carburant, pour te projeter et pour décoller. Et effectivement, du coup, tu peux mettre moins lourd et en plus, tu vas cramer du carburant, limitant ton rayon d'action. Il faut donc obligatoirement changer de porte-avions pour apporter de la démocratie façon britannique. Le programme, initialement nommé CVF, Carrier for the Future, oui l'accent anglais, oui, hein, dites rien, a pour but de produire des navires capables d'accueillir une flottille importante et de participer à des opérations majeures sans dépendre entièrement d'un soutien américain. Mais tout en gardant la spécialité britannique avec pas de catapulte ni de brin d'arrêt. Ils ont donc besoin d'appareils spécifiques qu'on appelle SLOV pour décollage court et atterrissage vertical. En 2010, ils se sont bien rendus compte que les SLOV, c'est pas si top que ça, non, c'est pas si top, non, c'est pas fou. Du coup, ils ont voulu passer au catobar, comme le porte-avions Charles de Gaulle ou encore les Américains. Cela aurait permis d'embarquer le F-35C ou encore du Rafale Marine ou encore du Super Hornet, du F-18, bref, d'emporter un avion capable de faire du catobar. Au lieu d'embarquer le seul choix qui reste pour les SLOV dans le monde, à savoir le F-35B. Mais changer de SLOV à catobar, ça coûte de l'argent, ça coûte des thunes. Et vu que le projet est déjà en retard d'un point de vue technique, financier, politique, non, ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, si cela a de l'intérêt, mais on n'a pas les sous, désolé. Au cours des années 2000, les navires de la classe Invincible sont petit à petit retirés du service actif en attendant la classe Queen Elizabeth. Au moins, la classe Queen Elizabeth, ils ont un gros porte-avions. C'est vrai qu'il est immense, hein, il est vraiment mastodonte. Mais il y a que ça de positif, quoi. Il y a que ça. Vous allez voir que non. Déjà, pour bien commencer, l'étude pour passer du catobar au SLOV a coûté 100 millions de livres sterling juste pour l'étude. Pour au final, pas le faire. 100 millions comme ça à la poubelle. Bien joué. Que le coût du programme est estimé à 3,9 milliards de livres sterling et que là on a eu un léger surcoût, 3 fois rien, on est à 6,2 milliards de livres sterling. Non mais désolé, c'était moi le chef du projet, j'ai cramé la CB. Désolé, non mais c'est pas, non, ça arrive, c'est pas si grave, 2 milliards de livres sterling en plus. C'est pas si grave, je veux dire, hein, c'est pas si grave. Que le HMS Queen Elizabeth qui devait être opérationnel en 2012, il était pas là en 2012 en fait, ni en 2013, ni en 2014, ni en 2015, ni en 2016, il était pas là. Ah, 2017, si, 2007 était là, mais il était pas opérationnel. Puis après il a fallu faire les essais en mer et puis tout ça, et puis vérifier qu'il explose pas, qu'il marche bien. Et finalement il a été opérationnel en 2019. Au moins, point positif, il est beau et il est gros. C'est le plus grand navire de guerre construit en Europe depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Et on s'est fait battre par des Britanniques. Super génial. C'est littéralement un monstre. 65 000 tonnes, 284 mètres de long, une largeur de 73 mètres. Tout ça avec une vitesse moyenne de 46 km/h. Avec 8500 tonnes de pétrole pour à la fois alimenter le porte-avions, mais aussi les avions. Qui lui confère une autonomie de 18 000 km. Puisque comparé à la France qui a une énergie entre guillemets illimité grâce au nucléaire, là c'est du pétrole, c'est du fuel, c'est du mazout, bref, tu crains des trucs quoi. En plus, comme vous n'avez pas de catapulte, vous n'avez pas d'AWACS et donc vous n'avez pas de Hawkeye. Cela est pire que ça, pour combler ce trou capacitaire, ils ont développé une solution un peu à l'arrache, notamment avec des Merlins et le système Crown Nest qui commence un poil à se faire vieux. C'est vraiment de la solution B, même C là, même D, même Z, même W, c'est pas ouf, c'est vraiment la solution Le Bon Coin.
Il fallait un truc. Au total, il est prévu qu'il y ait environ une quarantaine de F-35B et 14 Merlin ou hélicos de lutte anti-sous-marine. Au moins, c'est bien, ils ont réglé l'un des problèmes de masse de la classe Invincible. C'est cool, ils ont réglé le problème, c'est bien. Ben en fait, c'est faux. C'est en partie faux. Selon les sources officielles, il devrait opérer 24 F-35B, alors que lui, il peut en prendre 40, hein. Il n'y a pas les budgets, du coup, ben on en prend que 24. Cependant, avoir un énorme porte-avions te permet d'avoir 2 îlots pour se répartir les tâches. Le premier îlot est pour la navigation, le commandement, et le deuxième îlot sert de tour de contrôle, atterrissage, décollage. Encore une fois, je me le répète, hein. Mais vu le nombre très faible de machines, cela ne sert pas à grand chose. Ce que je veux dire par là, c'est que la France ou encore les Américains, avec leurs immenses porte-avions, ils ont qu'une tour de contrôle, hein, pas deux. En plus de ça, il est largement sous-armé comparé à ses homologues. Il est équipé de 3 systèmes Phalanx capables de tirer 3000 coups par minute pour de la protection contre les aéronefs ou encore les missiles. Mais il n'embarque pas de missiles de surface RR longue portée comme l'ASTR-15 du Charles de Gaulle. Sa faible capacité de se défendre le rend totalement dépendant de son escorte. La conception des navires présente d'importantes lacunes. Mais attendez de voir les problèmes opérationnels. En 2020, il y a eu une inondation du Prince of Wales à cause d'une rupture d'un tuyau d'incendie. Il y avait de l'eau absolument partout, carrément même sur le pont. Au total, cela a coûté 193 jours de réparation pour une fuite d'eau, pour de l'inondation. En 2022, alors que le navire progressait vers la Manche pour participer à un exercice avec les Américains, une défaillance critique s'était produite au niveau de la ligne d'arbre, forçant le navire à rentrer à la maison. Le bougre il est sorti, « Ah ben je marche plus, ben je rentre à la maison ». Ben voilà, ben super. Le navire a passé 9 mois en cale sèche pour un petit coût de 20 millions de livres sterling. 20 millions, veut dire, qu'est-ce que c'est donné après 6,2 milliards, ça va, ça va, non mais tout va bien, tout va bien. Sur les différentes données parlementaires pour rendre compte de l'efficacité du magnifique bousin qui est derrière moi, sur les 1250 jours depuis sa livraison, le HMS Prince of Wales avait passé seulement 267 jours en mer, tandis que 411 jours avaient été consacrés pour la réparation. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser, mais en 2021, un F-35B à plusieurs millions, bah il a fait trempette quoi, il a fait trempette. Le F-35B c'est littéralement un sous-marin. Non mais au moins là il est furtif, ça va. On peut avoir ce raisonnement en se disant bon bah oui effectivement le Prince of Wales a quelques problèmes, mais le Queen Elizabeth il n'y a pas de problème, je veux dire ça va. Ah bah non, bah lui aussi il a des problèmes. Hein. En février 2024, il avait également connu une défaillance critique de son système de propulsion. Lors de la vérification de routine, avant le départ pour l'exercice de l'OTAN Stitford Defender, l'accent anglais toujours présent, hein, Wawis Brian du Quichon, un problème avait été détecté sur l'arbre d'hélice. Il avait été remplacé in extremis par le Prince of Wales et cela peut faire un peu rire puisque quelques mois auparavant, le Prince of Wales avait connu les mêmes problèmes techniques. Non mais voilà, c'est un problème de famille, c'est trop fort rien. Au final, pour le Queen Elizabeth, pour ne pas retomber en panne d'ici 2 semaines, voire 6 mois, ils ont remplacé les 2 arbres d'hélice. Au moins, on est sûr que ça va marcher. Bon, ok, le navire, il boite un peu. Voilà, il a un peu du mal, il a besoin d'une canne pour fonctionner. Mais le F-35B, bah, c'est pas mieux non plus. C'est même pire en fait. Hein. Le Royaume-Uni avait commandé initialement 48 F-35B, un nombre qui est très faible comparé aux réelles capacités d'emport des 2 porte-avions. De plus, le coût initial du F-35 au Royaume-Uni a légèrement augmenté, 3 fois rien. On est passé de 9,1 milliards de livres sterling à 10,5 milliards de livres sterling, soit une augmentation de 15%. C'est pas si grave, 1 million de livres sterling en plus, c'est pas si grave, je veux dire, c'est pas si grave. Je veux dire par là, c'est que des problèmes financiers. À aucun moment il y aura des problèmes capacitaires, des problèmes opérationnels. Ah bah en fait si, les F-35 britanniques souffrent d'une grande lacune en matière d'armement, ne disposant actuellement pas de munitions de frappe à distance. Le missile Air-Sol PR-3 de MBTA devrait être officiellement opérationnel d'ici 2030. Mais vous savez quoi, c'est encore pire, bah oui tant qu'on y est, allez on est parti. Le ministre de la Défense britannique avait expliqué sans pression que la capacité d'intégrer de nouvelles armes sur le F-35B dépendait du programme américain, donc du département de la défense américaine. Oui, vous avez très bien entendu, le F-35 britannique dépend du programme mondial des F-35, à savoir les États-Unis. Si les USA refusent de laisser la possibilité d'installer nos propres missiles, ils peuvent le faire. D'un point de vue souveraineté sur une échelle de c'est la merde à c'est turbo la merde, ah on est vraiment dans la merde, on est où là? Mais après tout, pourquoi je m'inquiète? Les USA sont quand même nos amis, à aucun moment les USA deviendraient une puissance qui veut envers des pays, je veux dire,
dire, à aucun moment les USA vont nous laisser tomber. Je veux dire, les Américains, c'est nos potes, c'est nos alliés. Ah merde. Ah oui, aujourd'hui, ça vacille un petit peu. Ah, non, mais 3 fois rien. Mais attendez, le comble, ce n'est pas la mécanique, c'est le personnel. La Royal Navy n'a pas assez de marins pour faire fonctionner les deux. La crise de recrutement est telle qu'ils doivent parfois cannibaliser les équipages d'une frégate pour les faire partir sur un porte-avions. Le programme est un fiasco, nous sommes d'accord. Mais attention, ils ont le plus grand navire d'Europe. Attention, hein, mais c'est un fiasco. Le navire sera coulé en 2 secondes vu son incapacité à se défendre, mais au moins ils ont le plus gros navire. La question qui se pose maintenant, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on va faire de la classe Queen Elizabeth? La première des réponses est de le vendre, soit à des nations amies comme l'Australie, le Japon ou encore l'Inde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ne veut réellement d'un porte-avions Slove, et en plus, qui marche pas trop quoi. On pourrait potentiellement les transformer en porte-hélicoptères, comme ce qu'a exactement la France avec les Mistral. Mais encore une fois, c'est pareil, il faut les hélicoptères. Dans un troisième cas, on pourrait le mettre en réserve, où le Prince of Wales pourrait être désarmé pour économiser de l'argent. Mais soyons honnêtes 2 minutes, avec le contexte aujourd'hui mondial, quel message vous allez envoyer à votre potentiel ennemi si vous mettez un porte-avions à la vente pour faire des économies? Et en plus, vendre un porte-avions rajouterait un peu plus la décadence de la Royal Navy. Donc là, d'un point de vue politique, c'est foutu. Le dernier choix est le choix le plus logique, mais qui va coûter beaucoup d'argent, et de le transformer en version Catobar. Mais cela va coûter 2 milliards de livres sterling, il faudrait annuler le contrat des F-35EB pour le F-35EC au minimum, ou à la limite passer commande de Rafale Marine, mais est-ce que vraiment les Britanniques veulent avoir un avion français? Non. Au final, si on doit conclure cette vidéo, le programme a été un échec du début jusqu'à la fin. Il y a rien qui a fonctionné, il y a rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et nous on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!